La maison Unal, conçue par Claude Zerman Costi, est construite par Joël Unal entre 1972 et 2008. Monsieur et Madame Unal rêvent, comme de nombreux Français, d'habiter une maison individuelle, mais à l'écart de la vie moderne et en pleine nature. Pour cela, ce jeune couple des années 60, avec enfants, s'enfuit en Ardèche, loin de l'angle droit et des catalogues de maisons préfabriquées. C'est un programme classique, la maison de famille, qui aboutit à un résultat singulier, une maison bulle construite sans aucun angle droit. La maison fait 200 mètres carrés. 3 chambres, une salle à manger, une bibliothèque et un atelier. Elle appartient à un courant architectural que l'on appelle l'architecture-sculpture. Michel Ragon, critique et historien d'art et d'architecture, utilise pour la première fois ce terme pour désigner certaines réalisations à la frontière de ces deux arts. En font partie Jacques Coel, Pierre Sekeli, Jean-Louis Chanéac, Antti Lovag, Pascal et Claude Ozerman. Pascal Ozerman est le précurseur de la maison Koch. En 1958, il construit pour son père la première maison en voile de béton sans coffrage. Il a 21 ans. Par sa forme, par la technique employée et par son prix, il invente là une nouvelle manière de concevoir l'habitat. En 1967, Joël Unal découvre dans une revue une étonnante construction signée par le couple d'architectes Ozerman-Costi. C'est le balcon de Beldon, un petit complexe touristique construit en 4 mois, situé en Isère, avec piscine, sauna et restaurant. Pour Joël Unal, le coup de foudre est immédiat. Pour le couple Unal, la poésie de la forme est la première raison de construire une maison bulle. Le choc du balcon de Beldon est resté gravé dans un idéal esthétique. La deuxième raison, c'est son économie. La sphère est la forme la plus économique de la nature. C'est celle qui donne le maximum de surface pour le minimum de matière. On retrouve cette forme dans l'œuf ou dans la bulle de savon. Comparée à une maison très ordinaire, la maison bulle est économique à tout point de vue. Ainsi, une maison classique en forme de parallélépipède de 20 mètres carrés au sol a une surface mur et plafond de 65 mètres carrés. Une maison bulle de même surface au sol que la maison classique aura une surface mur et plafond de 40 mètres carrés. Même surface au sol, mais moins d'enveloppe. Ce n'est pas tout. Pour la construire, 3,2 mètres cubes de matériaux suffisent, alors qu'une maison traditionnelle en nécessite 13. La maison traditionnelle aura un volume de 50 mètres cubes à chauffer, la maison bulle, 33 mètres cubes. Une maison bulle est donc une maison économique. Claude Ozerman-Costi, architecte. Quand j'ai vu ce terrain que Joël me faisait visiter, j'ai été frappée par l'aire de battage, un rocher circulaire plat, et je me suis dit, la maison va s'organiser autour de cette aire. Quelques rochers, quelques failles, la maison enjambera ces failles, s'appuiera sur les différents rochers. Au centre du terrain, la dalle. Autour de la dalle, Claude Ozerman-Costi place, sans toucher aux pierres, plusieurs bulles suivant la courbe de ce patio naturel. Face à cette dalle s'enchaînent sans cloison une entrée, une salle à manger, une bibliothèque. C'est un espace de vie ouvert.
Au-dessus de la bibliothèque, une chambre ouverte est reliée par un escalier. Séparée du salon par un couloir, une autre chambre est cette fois-ci isolée par une porte. Une cuisine, en face de cette cuisine, une salle de bain, un cellier, une buanderie. Et enfin, une citerne d'eau recouverte par un atelier. Une chambre est posée dessus, reliée par un escalier en colimaçon. Sans son architecte, Joël Hunal construit en 1993 une piscine et en 2007, une dernière bulle. C'est une salle de bain indépendante. Le terrain est rocailleux, en dénivelé, parsemé de chênes. Pour l'architecte, ce handicap est un atout majeur. Comme le terrain, c'était des rochers, on n'avait pas besoin de faire de fondation. C'était le gros avantage de la maison d'Hunal, c'est qu'il pouvait se poser directement en faisant des trous dans la pierre. Il pouvait enfoncer les fers du départ de ses murs et de ses voiles. Donc la maison, elle allait flotter sur le sol, elle était indépendante complètement du sol. À la réception des plans de la maison, Joël Hunal construit une petite maquette. Tenu à bout de bras, calé à l'échelle, il la projette dans l'espace pour la visualiser sur son futur emplacement. Le sol est un bon terrain de jeu pour travailler les volumes et les masses. La maison survole les rochers ou s'y enfonce en se servant des cavités naturelles. Il s'agit d'être respectueux du site, de ne pas déplacer les pierres, mais de s'en servir. En prenant appui sur les rochers, les pilotis trouvent un socle qui évite la construction de fondations. Mais la maison trouve également un équilibre au contact des pierres, posée comme une capsule spatiale sur une terre inconnue. C'est une chambre d'amis, la seule qui n'est pas en étage. Pour rester de plein pied avec la salle à manger, cette pièce repose sur 3 piliers, laissant dessous un espace vide. Il permet surtout de ne pas boucher l'entrée d'un tombeau néolithique couvert par une pierre au bout d'une allée naturelle. Chaque visiteur va, sans forcément le savoir, s'incliner devant cette sépulture. La maison Hunal a une autre particularité que sa forme. Elle a été construite par son propriétaire. L'architecte Claude Ozerman Costi s'engage dans une collaboration atypique. Son client se fait bâtisseur. Cette pratique de l'autoconstruction se fait rarement en collaboration avec un architecte. En 1972, Joël Hunal a 30 ans et, sans le savoir, il s'engage sur un chantier qui durera 36 ans. Rapidement, la famille Hunal est confrontée à plusieurs difficultés. Leur domicile est à Grenoble, à 200 km du chantier. Ils n'ont que les week-ends et les vacances scolaires pour rejoindre l'Ardèche avec leur fils de 6 ans dans une méhari. 7 heures de route à chaque fois. Le terrain n'est pas relié à l'électricité et le premier point d'eau est à 6 km. Pour couronner le tout, le couple Hunal est totalement inexpérimenté. Inévitablement, le chantier avance lentement. On lui donnait tous les conseils et surtout au point de vue technique. Au point de vue technique, il fallait bien qu'on dessine le ferraillage. Et il y a quand même des contraintes.
Il faut dessiner des endroits où il y a plus de fer que d'autres. Ça se calcule tout ça. C'est pas une halle qui pouvait le faire. Des dizaines de plans sont dessinés par Claude Ozerman Costi. Les espaces de la maison sont parfaitement étudiés dans le détail. Mais l'architecte ne pouvant être sur le chantier régulièrement, une correspondance se met en place avec Joël Hunal. C'est en quelque sorte un cours par correspondance avec méthode appliquée en grandeur nature. Joël Hunal apprend vite et prend des initiatives. Il modifie et interprète les espaces de sa maison. Ainsi, une salle à manger de 12,6 mètres carrés devient un espace de 25 mètres carrés. L'architecte propose, le constructeur dispose. En 1977, 4 années après le début des travaux, Joël Hunal quitte son emploi et s'installe sur le chantier. Les travaux s'accélèrent enfin. Pour tous les volumes de la maison, une seule technique de construction, le voile de béton sans coffrage, posé à la main sur une armature métallique. On construit d'abord un socle en béton. Au centre, on pose un mât. Autour du mât, on fixe de longs fers à béton. Ensuite, les horizontales. C'est l'ossature du volume. Un grillage est accroché à l'intérieur. Puis le béton est posé à la main, du sol au sommet. Une fois le béton durci, la structure devient autoportante et le mât de soutien peut être retiré. En faisant ces boules de béton frais, Joël Hunal aura entièrement touché chaque centimètre carré de sa maison. C'est un défi, une belle prouesse technique et mentale. Le béton est recouvert d'un enduit et d'un isolant thermique, le polyuréthane expansé. Puis vient un grillage avec un ferraillage large pour recevoir un enduit lissé. Et pour finir, une peinture de façade. L'enveloppe finale ne dépasse pas 12 cm d'épaisseur. Un parpaing standard, lui, en fait 20. La maison Hunal n'a pas de façade principale, elle n'a même pas de façade du tout. Elle est l'expression pure des volumes intérieurs. C'est un ensemble de courbes qui remettent en question le vocabulaire traditionnel de la maison. La perception des volumes et des espaces se renouvelle sans cesse à mesure qu'on se déplace. Dès le départ, c'était également un projet de sculpture énorme, une sculpture habitable. Autant que je me souviens, les plus loin souvenirs que j'en ai, c'est de vouloir sculpter la maison comme un habit autour de la façon dont on voulait habiter. À l'intérieur, l'absence de cloison donne l'impression d'un mouvement continu où les pièces s'imbriquent les unes dans les autres. La couleur chaude du pastel rose orangé qui recouvre le béton unifie les espaces ouverts. Le regard ne se heurte pas au mur, mais glisse dessus. C'est un habitat fluide, qui recrée le lien avec le ventre maternel, la coquille, le nid. Grâce au voile de béton, Joël Hunal a agi comme un sculpteur devant sa glaise. Il a pu modifier les formes. On ne trouve que 5 portes intérieures, pour isoler une chambre d'amis, une salle de bain ou un cellier.
L'absence de porte souligne une volonté de concevoir autrement la vie familiale dans la maison. Paradoxalement, la chambre des parents, fermée par une porte d'un côté, est largement ouverte sur la salle à manger. C'est en quelque sorte la rencontre de deux conceptions de l'espace intime. Ce décloisonnement permet une multitude de combinaisons des sources lumineuses. 11 dômes transparents, des sky domes, sont disposés sur les flancs ou au sommet des sphères. La lumière pénètre ainsi verticalement et se répartit dans chaque pièce tout au long de la journée et toute l'année. Opaque, transparente ou colorée, la fenêtre ronde fait partie du vocabulaire architectural des maisons bulles, au même titre que les fenêtres en longueur font partie de l'architecture moderne. 35 ouvertures sont réparties sur l'ensemble de la maison. On trouve 4 tailles de fenêtres différentes, de la petite ovale teintée jaune aux 3 tailles de hublots dont les vitres basculent sur un axe horizontal. La maison n'est pas l'assemblage de volumes indépendants les uns des autres, mais elle est composée de formes qui s'ouvrent et se poursuivent sur d'autres formes, comme les membres d'un organisme vivant. Cette continuité des pièces crée la fluidité de la maison. Exemple sur un tunnel cylindrique horizontal pénétrant un hémisphère. Joël Hunal prolonge les fers horizontaux et les fers méridiens de la sphère, créant ainsi un raccord possible vers une nouvelle forme. À partir de là, toutes les combinaisons sont possibles, à condition de ferrailler assez chaque volume pour supporter le poids du béton. À l'opposé de l'entrée principale, le réservoir d'eau, surmonté d'une grande pièce aux 12 fenêtres, c'est l'atelier. Une chambre le coiffe. Joël Hunal, sculpteur et peintre, avait imaginé cet atelier pour y travailler. Pendant le temps du chantier, il a pu expérimenter, sans un chevalet, une œuvre plus monumentale, une pièce de 60 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est un espace pour recevoir, une grande salle à manger, un salon de musique avec une acoustique de cathédrale et une cheminée à la mesure du lieu. C'est une pièce d'apparat éclairée par 3 dômes transparents, exposés est, sud et ouest. Pour ne pas être isolé dans sa chambre, le fils de Joël Hunal avait formulé une demande, pouvoir observer son père au travail. Joël Hunal lui dessina un regard sous le lit. La chambre devient alors un poste d'observation sur les activités parentales. En quittant sa vie grenobloise, la famille Hunal laissait derrière elle son ancien mobilier. L'architecture organique supporte mal l'armoire normande. Ici, les meubles sont intégrés au moment du ferraillage. Table, bibliothèque ou hamac en béton. Un lieu imaginé pour la rêverie. Il permet de se mettre en retrait sans se couper du reste du foyer. Le hamac en béton n'est pas vraiment une pièce, ni un meuble, mais un peu des deux. Une sorte de fine membrane détachée de la paroi intérieure. Chaque détail de la maison a été dessiné à base de courbes. Les portes, le paillasson, les cheminées, le carrelage de la salle de bain.
Une véritable obsession de la courbure qui peut s'expliquer en partant du constat que dans la nature, il n'y a pas d'angle droit. L'architecte conçoit une maison adaptée à l'homme et à ses gestes simples. S'asseoir, se déplacer, se détendre, observer. Joël Hunal se sert aussi du matériau qui l'entoure, le calcaire blanc. Ce rocher découpé et martelé devient marche d'un escalier. On le retrouve sous différentes textures à l'entrée. Naturel à l'extérieur, bouchardé en paillasson et poli en carrelage sur le sol de l'entrée. Les sols, seuls endroits de la maison où apparaissent des angles aigus. En recouvrant toute la surface de la maison de peinture blanche, Hunal ne fait pas qu'un choix esthétique. Il permet de refroidir l'intérieur de sa maison de 4 degrés. C'est une maison fraîche tout l'été. Mettant à profit les 800 mètres carrés d'enveloppe, Claude Ozerman Costi dessine des goulottes qui cerclent l'ensemble des volumes pour récupérer l'eau de pluie. Leurs courbes très esthétiques sont avant tout étudiées pour faciliter l'écoulement de l'eau et résister aux vents violents. Le cheminement de l'eau mène à la citerne, sous la grande pièce de l'atelier. Quelques années plus tard, l'eau courante arrive jusque dans la maison. Joël Hunal construit alors une piscine du même volume que la citerne. L'eau stockée l'hiver va remplir la piscine l'été. Au centre de la piscine, une île, avec un arbre qui prend racine entre les rochers et que Joël Hunal a protégé par un conduit en béton. Décoré par une frise en mosaïque, il semble flotter. Il fait partie d'un décor, une dernière touche que Joël Hunal a réalisée seul 25 ans après le début du chantier. La terrasse, dont le sol a été partiellement recouvert de dallage, fait partie d'un ensemble d'aménagements extérieurs dont le toit de la maison serait le belvédère. Cette terrasse discrète, aménagée pour pouvoir circuler librement en hauteur, permet de découvrir de nouveaux points de vue et de profiter du soleil au-dessus des arbres. Un solarium est posé délicatement comme la feuille tombée d'un arbre. Pour donner encore plus de légèreté, Claude Ozerman Costi dessine un espace harmonieux où chaque forme se détache de son socle. On peut y voir un hommage à l'architecture organique d'Antoni Gaudí. Conçue à l'époque où la piscine et sa terrasse n'existaient pas, elle avait été pensée comme un espace de détente végétale. Une terrasse composée de 6 arcs avait été dessinée pour recevoir des plantes grimpantes, et une jardinière attend toujours ses fleurs. En restant à nu, la terrasse devient une sculpture minérale, un paysage sculpté, réservé au jeu du plein et du vide, du blanc et du bleu, de l'osseux et du potelé. La maison Hunal est un lieu qui invite à rester jeune dans tous les sens du terme. C'est une maison ludique qui ne se prend pas au sérieux. Mais avec le temps, le terrain accidenté et les différents niveaux de la maison finissent par ne plus être adaptés au couple Hunal. D'une demeure familiale, elle est devenue maison d'été. Aujourd'hui, les formes libres sont devenues l'emblème d'une architecture monumentale, développée par des logiciels informatiques.
Étrangement, le langage de la courbe, devenu presque un cliché pour un grand musée ou un équipement sportif, est toujours absent de l'architecture à taille humaine, comme celle de la maison individuelle.